Le dossier d'après, le dossier d'anesthésie pédiatrique. Vous recevez en consultation le jeune Sacha, 9 mois, sa mère a pris rendez-vous car depuis quelques jours, Sacha saigne des gencives au moindre contact et se trouve couvert d'hématomes. On découvre dans l'interrogatoire à l'examen clinique l'apparition il y a 3 mois d'une lésion sur la jambe gauche, il faut voir la photographie, qui a depuis quelques jours augmenté de volume tandis que la peau adjacente est devenue inflammatoire. Le reste de l'examen retrouve en effet une muqueuse gingivale hémorragique et de multiples hématomes. Quel diagnostic faites-vous sur la lésion et sur la pathologie actuelle? Donc ça, c'était une question qui n'était pas très facile, mais on peut quand même, sans avoir de réponse à cette question, faire 90% du dossier sans encombre. Donc la lésion, c'est un angiome, et le type d'angiome qu'on voit, c'est un angiome tubéreux. Un angiome tubéreux qui a un aspect particulièrement tuméfié, car il est compliqué d'un syndrome de Casabat-Merritt, c'est-à-dire une coagulation à l'intérieur de l'angiome qui est à l'origine d'une coagulation intravasculaire disséminée. La CIVD, c'est un syndrome qui regroupe des éléments cliniques et biologiques. Les éléments cliniques, ça va être la présence de saignements, d'hématomes. Il y a tout un ensemble de critères qui, à mon avis, ne sont pas, que vous pouvez apprendre pour le CN. Et des éléments biologiques qui vont contenir une diminution du nombre de plaquettes, une diminution du TP, un allongement du temps de saignement, des produits de dégradation de la fibrine en quantité et un fibrinogène complètement effondré. La coagulation intravasculaire disséminée, c'est une activation locale c'est une activation de la coagulation qui va consommer tous les facteurs de la coagulation nécessaires et donc ça va être à l'origine de saignements partout dans l'organisme. Donc maintenant qu'on a fait ce diagnostic d'angiome tubéreux compliqué d'un syndrome de Casabat-Merritt, donc avec une coagulation intravasculaire disséminée, la question numéro 2, quel bilan biologique demandez-vous en urgence et qu'est-ce qu'on en attend? En urgence, on va demander NFS, TP-TCA, on va demander un dosage des facteurs de la coagulation, fibrinogène, dédimère et ionogramme sanguin. Le dédimère n'aura pas forcément un intérêt majeur dans ce cas-là, mais quand le diagnostic est un peu limite, ça peut être un bon déterminant. On recherchera des signes de CIVD, donc comme je le disais plus tôt, la thrombopénie, la chute du TP, l'allongement du TCA, la diminution globale des facteurs de coagulation qui sont donc consommés, une hypofibrinogénémie et l'élévation des dédimères. Votre diagnostic est confirmé, le reste de l'exploration ne retrouve pas d'autres anomalies ni de maladies constitutives de l'hémostase, et Sacha est maintenant traité par aspirine, ticlide et cortencil depuis 6 mois. Ça peut vous surprendre, mais utiliser des antiagrégants plaquettaires alors qu'on est en CIVD dans ce contexte-là, évidemment on ne les aurait pas introduits tout de suite, mais une fois qu'on a passé la phase aiguë, les antiagrégants permettent justement d'empêcher la formation des premiers caillots qui vont en fait activer la coagulation de façon exagérée et donc être à l'origine de cette CIVD. Les anti-inflammatoires constituent, quand il y a un syndrome de Casabat-Merritt, un traitement assez important. Les corticoïdes, excusez-moi. Sacha est de nouveau amené aux urgences quelques semaines plus tard. Il a fait des malaises, il a des selles noirâtres et nauséabondes. On apprend que depuis quelques jours, Sacha souffrait d'une virose saisonnière et que pour cela, sa mère lui a donné de l'Advil. Anti-inflammatoire, pas bien. À l'examen, il est pâle, tachycarde, pression artérielle plutôt normale, pas de troubles neurologiques, les selles ont un aspect de méléna, les hypothèses diagnostiques à évoquer. Donc on évoque avant tout une hémorragie digestive sur l'ulcère gastro-duodénal, favorisée par une prise concomitante d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et de corticoïdes, qui sont un facteur aggravant. On éliminera néanmoins un nouvel épisode de CIVD en refaisant l'examen clinique et en refaisant un bilan biologique. Vous prescrivez un bilan qui retrouve une anémie à 6,8 g, des plaquettes à 300 000, fibrinogène élevé, TP 90%, TCA comme il faut. On ne s'inquiète pas particulièrement, c'est probablement pas une CVD qui a lieu. Le reste du bilan est normal en dehors d'une élévation de l'urée. Quels examens doivent être réalisés en urgence? Il faut réaliser une fibroscopie gastrique, une coloscopie. Si la fibroscopie gastrique retrouve une origine saignement, la coloscopie devient accessoire. L'élévation de l'urée, c'est un signe assez intéressant, c'est un signe qui est utile de reconnaître. Quand on a une élévation de l'urée dissociée d'une élévation de la créatinine, ça peut être dû à une hémorragie intradigestive parce que les bactéries présentes dans l'estomac vont digérer le sang et être à l'origine de produits azotés qui vont faire monter l'urée.
Certains examens seront réalisés sous anesthésie générale du fait de l'âge de Sacha. Quels éléments doivent être recherchés à la consultation de l'anesthésie? Quels sont les risques spécifiques chez cet enfant? Question pas si facile que ça. Donc on recherche des éléments standards d'une consultation de l'anesthésie, CF les dossiers précédents, antécédents personnels chirurgico-médicaux néonataux. Néonataux, c'est important chez les enfants. La recherche d'une difficulté d'intubation, l'heure du dernier biberon au repas, les dernières prises médicamenteuses. On évaluera la tolérance de l'anémie, pour voir si on a besoin de le transfuser ou pas. Et chez Sacha, il y a un risque particulier qui est dû à ces traitements. C'est le risque d'insuffisance surrénale aiguë par insuffisance corticotrope parce qu'il est sous traitement corticoïde depuis un moment. Donc c'est une question qui n'était pas évidente, mais il faut savoir réfléchir, il faut savoir y penser. L'anesthésie et les procédures qui va suivre, c'est un stress très important pour lequel on va avoir une stimulation de la surrénale. Et un patient qui est sous corticoïde, lors d'une intervention chirurgicale, doit avoir une supplémentation en hémisuccinate d'hydrocortisone. Question numéro 6. Un nouvel épisode de méléna et la mauvaise tolérance de l'anémie vous font transfuser Sacha. Quels documents sont nécessaires pour que le centre de transfusion sanguine puisse délivrer les concentrés de globules rouges? Donc ça, vous pouvez le voir sur toutes les fiches de délivrance de produits sanguins. Donc pour délivrer des concentrés globulaires, il faut disposer de 2 déterminations du groupe sanguin, normalement réalisées à 2 moments différents, au mieux par 2 préleveurs différents. Des résultats des recherches de glycémie irrégulières, surtout en cas d'antécédent de transfusion, valides, c'est-à-dire inférieur à 72 heures. Il faut ensuite faire parvenir à la banque du sang une prescription médicale signée qui va comporter l'identité du service, du patient, le nom et la signature du médecin prescripteur, la date et de l'heure prévue de la transfusion, savoir si on va le garder en réserve pour une intervention qui va venir par la suite, ou si on va le transfuser en urgence. En général, on a urgence absolue, urgence relative, non urgent, le type de concentré globulaire qu'on veut, le nombre de concentrés globulaires et la précision du degré d'urgence, comme je viens de vous le dire. Ensuite, une fois qu'on aura commandé ces culots, on va les recevoir, on va pouvoir les transfuser. Et je demande de décrire schématiquement les grandes étapes de la procédure de transfusion. Donc, les grandes étapes de la procédure de transfusion, c'est la réception formalisée des produits sanguins labiles, l'information du patient et de sa mère, le contrôle de la concordance au lit du patient, avec le bon d'attribution, la prescription, le document immunohématologique, le numéro des produits sanguins labiles, on va tout vérifier. Contrôle ultime au lit du patient par le test de Besse-Vincent, donc les gouttes posées sur des plaques qui contiennent des anticorps anti-A et anti-B pour vérifier quel est le groupe de la poche et quel est le groupe du patient. On va mesurer les constantes en continu, on surveille le patient en cours de transfusion, on l'informe sur la conduite à tenir en cas d'incident et on trace les PSL jusqu'au retour au centre de transfusion. Vos explorations vous permettent d'effectuer un traitement efficace. Il est décidé, après consultation multidisciplinaire, de réaliser une exérèse de la lésion de jambe. Quelles options s'offrent à vous pour permettre de contrôler la douleur post-opératoire? Pour la douleur post-opératoire, on pourra faire une analgésie médicamenteuse standard, paracétamol, morphinique, AINS si besoin. Une analgésie locorégionale axiale, péridurale ou périphérique, bloc sciatique. Juste pour les AINS, vu les antécédents de saignement digestif, il vaut mieux pas y penser. Une infiltration locale par des anesthésiques locaux. La présence des parents peut être extrêmement importante et efficace d'ailleurs pour la douleur. En plus, pour les enfants, la présence d'une peluche ou d'un doudou peut permettre également de mieux gérer les accès douloureux et de mieux contrôler, de mieux comprendre, mieux interagir avec l'enfant. Et enfin, on peut, même chez les enfants, procéder à de l'hypnose. Par ailleurs, en cours d'intervention, les pressions ventilatoires augmentent progressivement, rendant la ventilation difficile, la saturation baisse. À l'auscultation, on a des sibilants, c'est un incident anesthésique fréquent qu'il faut savoir reconnaître. C'est le bronchospasme et en général, il se lève quand on alourdit l'anesthésie. On peut également utiliser des bronchodilatateurs. Le patient est douloureux à la sortie du bloc opératoire, vous décidez de le titrer en morphine, décrivez la réalisation d'une titration post-opératoire en morphine. Donc on évalue la douleur par l'EVA ou l'échelle numérique. Chez des enfants plus petits, c'est difficile, mais on pourra utiliser l'échelle des visages ou les échelles type Odin pour évaluer la douleur chez l'enfant. Et on va répéter des bolus de morphine à intervalles de temps réguliers, toutes les 3 minutes, jusqu'à ce que
l'EVA soit inférieur à 3. En général, ça survient au moins à partir du 4e bolus, c'est une moyenne, c'est en fait 4 bolus, ça fait 12 à 16 minutes, et c'est le temps moyen que va mettre le premier bolus à agir très efficacement. On va faire ça sous contrôle scopique avec du personnel entraîné, et il faut savoir que la dose de titration n'a rien à voir, on sait très bien qu'elle est très très mal corrélée, aux besoins par la suite de morphinique ou d'autres antalgiques. Donc c'est terminé pour ce dossier. Vous avez appris une notion importante qui était que l'anesthésie, c'était un stress très important, qu'il fallait supplémenter les patients qui, dans les situations aiguës, les patients qui ont des corticoïdes. N'hésitez pas, donc là encore, s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, à poser vos questions. On m'a posé comme question... Donc, si la fibroscopie était réalisée et retrouve quelque chose, est-ce qu'on réalisera la coloscopie? Donc, la réponse est évidemment non. Est-ce qu'il faut une autorisation signée des parents pour la transfusion? La réponse est oui. C'est recommandé en situation d'urgence. Évidemment, pour un enfant mineur qui a des parents, par exemple, témoins de Jéhovah, on ne se pose pas la question, on le transfuse même s'ils ne sont pas d'accord, en situation d'urgence. Et à partir de quel âge peut-on bénéficier d'une PCA de morphine? À partir de interactions possibles avec l'enfant. S'il est capable de comprendre ce dont il s'agit, il peut avoir lui-même accès à des seringues de PCA qui sont souvent designés pour les enfants avec des logiciels de traitement du nombre de pulsations sur la PCA qui sont adaptés.